tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Je suis en compagnie de Guillaume qui est à Madrid. Moi, je suis à Paris. Et normalement, vous m'entendez un peu mieux parce que j'ai enfin un micro de bureau. C'est une grande nouvelle, je pense, une grande avancée pour la chaîne YouTube du Journal du Réal. Guillaume, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Écoute, ça va très bien. Je t'ai dit, j'ai un micro, je suis content, je suis heureux, c'est la fête. Voilà. Bon, il pleut là, on n'est pas top, mais à Madrid, il fait beau, non? 28 degrés plein soleil, ouais, 28-29, il fait un Bon, peu chaud. bah écoute, non, mais on en profite voilà, lundi avant le match face au LOSC, mercredi avant la prévia de demain, pour faire cette vidéo FAQ. On avait lancé nos questions, je crois que c'était vendredi soir. On voulait la tourner le week-end, mais finalement, on n'a pas pu. Mais l'information principale de la journée, c'est le retour de Kylian Mbappé dans le groupe du Real Madrid. Guillaume a envoyé son premier short sur YouTube. Kylian Mbappé est bel et bien dans le groupe. Il va s'entraîner demain. Il n'est pas apte pour jouer 90 minutes, mais il est potentiellement apte pour jouer quelques minutes. Donc, la décision sera prise mercredi. Mais voilà, apparemment, il se sent beaucoup mieux et c'est une bonne nouvelle. Donc, Kylian Mbappé va peut-être jouer sur le même terrain que son frère Ethan, mais pas dans la même équipe parce que l'année dernière, ils ont joué ensemble avec le Paris Saint-Germain. Guillaume, commençons cette petite FAQ avec une question de notre très cher Titi Carter Junior, qui nous pose une question justement sur Mbappé. Sur Mbappé, la transition est parfaite. Et Titi nous demande, Mbappé n'a pas de préparateur physique individuel comme Vini. Pourquoi le club ne lui en prescrit pas et un diététicien? Alors franchement, la question, elle est très pointilleuse. Moi, je pense que c'est pas une question du club qui doit prescrire comment dire, un préparateur physique à Mbappé ou quoi au caisse. C'est le joueur qui doit décider s'il veut être accompagné au jour le jour avec un préparateur physique. Moi, de ce que je sais, c'est qu'il est très content avec Antonio Pintus et qu'il fait confiance au plan d'Antonio Pintus. Donc, a priori, je vois pas l'intérêt pour le moment d'avoir un préparateur physique, surtout que je pense que c'est toujours le même gars sérieux qu'on a connu dans le passé, même s'il y a eu cette petite période de 2 ans où il s'est lâché. Vas-y, je te laisse la parole. Bah, c'est au choix du joueur. Le club met à disposition tout ce qu'il faut pour performer, c'est-à-dire d'un point de vue préparation physique, d'un point de vue nutritionniste, diététicien, tout ça. Le club met à disposition tout ce qu'il faut, donne aux joueurs toutes les recommandations possibles et inimaginables. Et ensuite, c'est au joueur de décider s'il a envie d'avoir un chef chez lui, d'avoir un nutritionniste, d'avoir un préparateur physique perso, c'est d'avoir une salle de Exactement. sport chez lui ou d'utiliser les installations du club. Tout ça, c'est à la décision du joueur, c'est à l'appréciation de chacun. Et chacun fonctionne comme il en a envie. Si Mbappé se sent mieux de fonctionner comme ça, et Mbappé a performé à un niveau exceptionnel, y compris physiquement, en performant de cette manière-là. Je vois pas pourquoi le club devrait lui imposer de nouvelles méthodes, lui imposer quelque chose de différent. Et c'est pas un cas spécial Mbappé où c'est Mbappé qui lui décide s'il veut un préparateur physique ou non. C'est le cas Exactement. dans tous les clubs et tous les clubs fonctionnent avec le joueur qui a sa liberté, puisqu'il faut le rappeler aussi, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Ça reste un investissement de la part du joueur, même si un joueur comme Mbappé, ce n'est pas une question Il, pour lui. il peut, il Mais peut de se permettre manière d'avoir générale, 10 préparateurs physiques s'il veut, ou on, même 20. on est bien d'accord, mais de manière générale, dans tous les clubs, ça reste le joueur qui décide s'il veut avoir son propre préparateur, son propre diététicien ou faire confiance au club. Mbappé, pour l'instant, fait confiance au club et si je dis pas de bêtises, fonctionnait pareil au PSG. Bah oui, bien sûr, parce qu'il n'avait pas de préparateur. Enfin, je ne crois pas qu'il avait un préparateur personnel au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il est en fait, il est dans la continuité de ce qu'il a fait, de ce qu'il a toujours fait. D'ailleurs, on se rappelle, il y a un an, quand il était dans le loft, c'est son père qui l'entraîne dans le sud de la France. C'est qu'il n'a pas de préparateur physique. Sinon, il aurait bossé avec son préparateur physique perso. Question suivante de Caïs, qui est souvent très réactif encore, hein. Un de nos très chers, plus fidèles followers comme Titi. Pensez-vous possible un mercato 2024 avec Davis, Alexander Arnold, Saliba et Wirtz? Alors moi, je te dis direct, c'est non. Autant de joueurs, c'est non, je pense aussi. Il y a une question d'ailleurs un peu plus tard qui intervient. Je suis en train de la chasser sur Carvajal, pareil sur le futur remplaçant de Carvajal. Donc on peut peut-être parler un petit peu de traite Alexander Arnold, puisque Kaïs, je te renvoie aux autres vidéos, puisqu'on en a fait une sur Saliba. On a parlé du dossier Alphonso Davies sur la dernière point mercato qu'on a fait, et on a parlé de Florian Wirtz dans la dernière FAQ. Donc je te renvoie là-dessus sur ces joueurs-là. Pour ce qui est d'Alexander Arnold et donc potentiellement un remplaçant à Carvajal, il n'y a pas de lien. Le profil est évidemment intéressant puisque c'est l'un des meilleurs au monde à son poste, mais il faudra voir ce que ça donne. Et tout ce beau monde le même été, c'est totalement impossible. Je pense que ce qu'on peut attendre, c'est Davis C'est pas, plus. c'est pas.
C'est pas Un autre, impossible, mais mais c'est très, 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 très compliqué. Mais c'est on, pas. Alors, Saliba, c'est mort. on parle d'un mercato de 450 millions, sinon, Pablo. Hein. Saliba, c'est mort. Alexander Arnold, son contrat, il s'achève quand? 2026. Je crois que c'est égal comme c'est à 2026, ouais. Vérifie, mais si c'est Je check 2026, ça en même temps, je te laisse parler. si c'est 2026, c'est mort. Par contre, Davis, gratuitement, en tout cas sans indemnité de transfert, et Wirtz, Florian Wirtz, un transfert sec. Moi, je pense que les deux, c'est possible pour 2024. 2025, du coup, c'est pas 2024. Là, excusez-moi, Caïs, tu t'es trompé. C'est pas Mercato 2024, c'est Mercato 2025. Du coup, Hmm. le contrat de Trent. 2025. 2025. Ça n'a Ah, pas il est en fin de été. contrat. D'après Transfermarkt, il est en fin de contrat pour l'instant. Il n'a toujours pas prolongé. On va voir. Ça change beaucoup de choses alors. Ça peut être un beau renouveau sur les Parce latéraux que, s'il y a parce, Davis plus parce que terrain. j'ai un pressentiment, j'ai l'impression que Bellingham, il fait le forcing auprès du joueur pour le matrixer en mode viens au Real, viens au Real, viens au Real, viens au Real. Je sais pas pourquoi, c'est un pressentiment que j'ai. Après, j'ai pas d'infos, hein, mais c'est mon pressentiment. En tout cas, bon, bref, dans cette liste-là, à l'instant T, ce que je vois le plus possible, c'est Davis et Wirtz. Et Brian, pas de questions? Ouais, dis-moi. j'aurais juste très rapidement mentionné Bounjaku Leeuward qui nous a demandé qui pour remplacer Carbaral et on vient un petit peu d'en parler du coup avec Alexander Arnold. Ça, et Achraf Hakimi, à mon avis, c'est compliqué. Hmm. Pour différentes raisons. Je pense qu'on fera des vidéos sur Achraf Hakimi à l'avenir, mais pour différentes raisons, c'est compliqué. Brian, pas de questions. Force à vous pour le taf et le contenu proposé. Merci beaucoup. Souleymane, toi, je te connais, toi. Haaland aurait-il été un meilleur choix que Bappé, Guillaume? La question piège. Elle est très dure à répondre cette question. Je préférais la répondre l'été prochain quand on aura vu un an complet d'Mbappé au Real Madrid. Après, cette réponse-là, ce serait faire de la langue de bois comme Carlo Ancelotti. Donc je vais me mouiller et je vais dire que oui, je pense, d'un point de vue en tout cas de ce qu'il y a autour en fait. Pas le joueur individuellement, pas le joueur individuellement, pas Non, mais du tout. c'est Je bien, pense c'est que bien, Mbappé est oui, un meilleur c'est joueur. bien, c'est bien. Mais au vu de ce qu'il y a autour de la construction de l'effectif, oui, je pense qu'Haaland aurait été un meilleur choix que Kylian Mbappé. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur choix que Bappé quand tu veux construire une équipe, parce que potentiellement pour moi, c'est mon avis, il a tout pour être le meilleur. Alors, c'est pas le meilleur actuellement, mais il a tout pour être le meilleur. Donc, je pense que ça ne peut pas être le meilleur choix, vu que pour moi, potentiellement, c'est le meilleur. Maintenant, au vu de l'effectif, effectivement, je rejoins un peu Guillaume. Au regard de l'effectif et des joueurs qu'il y avait à la base, je suis d'accord pour dire que Haaland se mélange parfaitement avec Vinicius. C'est plus naturel. Je pense. Après, là, de ce que je vois, depuis quelques matchs, ça fonctionne. Et ça va fonctionner, j'en suis certain. Mais Haaland, avec les extérieurs du pied, centre de Vinicius, non, ça aurait pu être sympa à voir aussi. Mais qui sait, pourquoi pas un avenir. On sait pas ce qui va se passer dans le football. Peut-être que Manchester City va se faire sanctionner et qu'ils vont descendre en deuxième division, que Haaland, bah, il va devoir dire, bon, bah, écoutez, je dois partir. Peut-être qu'il y a une clause qui est toujours activable et qui existe, et ça, je vous le confirme, il y avait une clause. Donc, on sait que Haaland, l'un de ses rêves depuis toujours, c'est de jouer au Real Madrid. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. On ne sait jamais. C'est un peu tôt pour en parler, mais non, par contre, ce ne sera pas la place de Mbappé, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, on ne sait jamais. Bref, question suivante. AB, qui réagit énormément aussi sur le compte. Pensez-vous que le 4-3-3 finira par marcher? Bon, du coup, c'est pas réellement un 4-3-3 pour moi, c'est un 4-2-3-1 plutôt. Ou obligation de repasser un 4-4 de losange, sachant que Rodrigo à droite semble fonctionner. Écoute, moi la question elle me plaît parce qu'on a vu ce week-end. En tout cas, moi, j'ai pas fait le débrief hier, j'ai pas fait la prévue avec vous avant-hier. Mais pour moi, d'un point de vue tactique, hier le Real Madrid a réellement mieux fonctionné que lors des autres matchs de ce début de saison pour moi. Et pourquoi? Bah parce que tout simplement, ils sont repassés à la composition de l'année dernière, une composition à laquelle ils se sont habitués tout au long de la saison. Un 4-4 de losange avec Valverde qui sait ce qu'il doit faire, Carvajal qui sait ce qu'il doit faire, Rodrigo qui sait ce qu'il doit faire. En tout cas, le côté droit, il a parfaitement fonctionné hier. Que ce soit Rodrigo, Valverde et Carvajal, c'était nickel. Bellingham, comme un poisson dans l'eau.
Vinicius, il a fait son match, même si bon, on aurait pu espérer un peu mieux. Mais il fait son match malgré tout. C'est lui qui fait la passe à Militao, etc. Euh, Moi, depuis le début de saison, je dis que le 4-4 de Losange, voilà, c'est la compo que le Real Madrid devrait utiliser. Maintenant, est-ce que Mbappé ferait les efforts de Rodrigo? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que hier, Rodrigo n'est pas bon offensivement. Il réussit zéro dribble, il gagne zéro duel quand même, il faut s'en rendre compte. Mais par contre, il était excellent dans le placement et dans être le premier à être au pressing et faire des efforts immenses. Il y a un côté droit donc très fonctionnel. Moi, je pense qu'il faut quand même laisser du temps au 4-3-3. Je trouve quand même que par exemple, bah, le dernier match contre Alaves, c'est le meilleur d'un point de vue animation, d'un point de vue tactique sur les 85 premières minutes. On va enlever les 7-8 dernières minutes où le Real se fait remonter sur des erreurs individuelles et prendre en compte les 85 premières. Le Real évoluait vraiment très bien, c'était très cohérent et je pense que le 4-3-3, il faut encore continuer de lui laisser du temps. On voit Rodrigo notamment vraiment se faire à ce rôle à nouveau d'ailier droit qu'il avait aussi en 2022 et je pense que le temps, on va dire jusqu'à attendons la trêve, attendons Noël avec le 4-3-3 et là on fera un vrai grand point sur Un point. qu'est-ce qu'on en pense et est-ce que c'est vraiment le système de l'avenir ou est-ce que le losange finalement et la densité qu'il apporte au milieu de terrain et la liberté qu'il donne à Jude Bellingham est encore plus Surtout ça. importante en fait et encore meilleure finalement que le 4-3-3. Mais je pense qu'il faut encore un échantillon de temps encore plus long, notamment avec le fait qu'Mbappé vient seulement d'arriver et est en train de finir de prendre ses marques. Exactement. Véron 34, un autre de nos meilleurs followers. Xabi Alonso, possibilité réelle dès cet été, dès 2025. Ça me paraît compliqué parce que Ancelotti a un contrat jusqu'en 2026 et il a fait sous-entendre dernièrement qu'il aimerait même aller plus loin que ça. À moins qu'il fasse une saison catastrophique et que le Real Madrid soit obligé de le virer. Je ne vois pas pourquoi Xabi Alonso viendrait en 2025. Par contre, en 2026, moi, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, selon nos infos, c'est le favori. Après, d'ici 2026, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer énormément de choses. Il peut se passer, je sais pas moi, une saison catastrophe au Bayer Leverkusen, ou tout simplement encore une excellente saison et tu as le Bayern ou Liverpool qui revient à la charge, ce qui, je pense, ne sera pas réellement le cas au vu de ce qu'est en train de faire les deux coachs, les deux nouveaux coachs avec leurs clubs respectifs, Slot et compagnie. Mais dans le football, tout va très vite. Donc, à l'instant T, c'est pas une réalité, c'est pas une possibilité. Maintenant, s'il se passe des dingueries, qui sait? En tout cas, c'est le numéro un sur la liste, ça c'est Bah, vrai. c'est Mais, ça. mais d'ici 2026, je veux quand même attendre parce que si Klopp n'a toujours pas de club en 2026, hmm, à voir. Faut voir ce Même que si donne c'est le favori, hein. faut voir ce que donne Xabi de son côté. Les deux contrats de Xabi Alonso et d'Ancelotti sont alignés sur la même durée et se finissent en 2026. Ça paraît une autoroute toute tracée finalement pour le futur entraîneur du Real Madrid. Il faut juste voir si Carlo Ancelotti tient jusque-là et arrête de faire des changements ultra défensifs à la 90e. Et pour revenir un tout petit peu sur le match d'hier. Et en tout cas pour mentionner le match d'hier, mais non, je pense qu'il faut juste attendre. Et comme tu as dit, les choses peuvent aller très vite dans le football, hein. Si Ancelotti a un problème ou quelque chose qui se passe au Real Madrid, que ça clique plus, que ça marche plus et qu'il se fait virer, bah, le Real va tout de suite tenter de faire Xabi Alonso immédiatement. Sinon, peut-être Klopp, du coup, qui est libre, comme tu l'as dit. Voilà, Exactement. faut voir, mais je pense que ça, pour le coup, c'est le plan, c'est qu'il y a un switch qui se passe en 2026. Et comme tu l'as dit, le football peut aller très vite. Question de Real Noah. Comment votre amour du Real est venu? Bah, moi, je vais chercher mon maillot d'Arsenal, puisque c'est pas pour le Real, pour qui j'ai de l'amour. Eh bien, moi, c'est tout simplement familial, la raison. Voilà. Je suis d'origine espagnole et je suis né dedans, comme Obélix avec la potion magique. Matteo, Fede Valverde est-il le joueur le plus important de ce début de saison? Question compliquée parce qu'il y a Bellingham. Je te laisse répondre et on défile les questions parce que je pense qu'on aura le même Oui, avis sur oui, celui-là. oui. Oui, Pour moi, oui, oui. oui, oui, oui. Bah, Bellingham est blessé pendant un Ça le mois, donc truc. Ça le et truc. Valverde a que de bonnes performances, voire certaines très très bonnes. Et c'est le joueur de ce début de saison, Federico Valverde. Il est à un niveau incroyable. Question de Nueve, la Nuevance 99. Quel est vos joueurs dans cette nouvelle ère du Real Madrid préféré? Vous devez en choisir un seul, tous les deux. Pas mal de questions, ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. Vinicius. Vinicius. On n'est pas originaux, hein.
Je suis désolé, moi pour le moment, moi j'adore Vinicius. Personnellement, enfin, bref, je suis un grand. Peut-être que je le montre pas tant que ça, parce que voilà, il faut aussi parfois prendre du recul et critiquer certaines choses. Mais pour moi, Vinicius, c'est un crack. C'est Et ma qu'il a déjà définition donné du football, hein. il a déjà donné la 14e au Real avec son but au Stade de France et il marque à Wembley l'année dernière. Voilà. Moi, pour moi, c'est ma définition du football, un joueur comme Vinicius Junior. C'est ce que j'aime voir sur un terrain. On a Crosinho qui veut nous piéger et qui nous demande est-il nécessaire de trop médiatiser Mbappé sur ses performances cordialement, bien cordialement. Bah écoute, Crosigno, c'est moi qui vais répondre, c'est pas Guillaume. Oui, il est nécessaire de trop médiatiser Mbappé sur ses performances quand on est un journal, en tout cas un média qui suit l'actualité du Real Madrid en français, et que le capitaine de l'équipe de France a signé cet été au Real Madrid, que c'est sûrement le transfert de la décennie, et que c'est logique de parler de Mbappé quand il marque des buts. C'est logique de débriefer de ses matchs en début de saison s'ils sont mauvais. C'est logique de donner son avis si son niveau monte crescendo. C'est logique. À partir du moment où tu es le journal du Real, que tu suis le Real Madrid, en français, tu te dois de parler de Kylian Mbappé. Si les Espagnols le font tout le temps, je vois pas pourquoi nous ne le ferait pas. Voilà. Question suivante. Pareil, une nouvelle personne qui veut nous piéger. Outsider 243. Pourquoi vous considérez Rodrigo comme un joueur de seconde zone? Moi, je ne le considère pas comme un joueur de seconde zone. À toi. Moi non plus. Après, Ça, je tiens ça le c'est. discours de celui qui doit glisser sur le banc en cas de retour Ouais. en tout cas de retour réel aux losanges. Ça, pour le coup, c'est un argument, mais je peux l'expliquer très bien. Mais je le considère absolument pas comme un joueur de seconde zone. C'est Non. un joueur qui est extrêmement talentueux, qui a le talent pour faire de grandes choses. Et pour moi, non, on a critiqué un petit peu ses sorties, son comportement médiatique, on va dire. Mais sur le terrain et d'un point de vue football, on ne le considère pas comme un joueur de seconde zone. C'est un joueur qui a une saison pas parfaite la saison dernière, clairement, et Brahim à côté lui faisait peut-être même un petit peu peur, voire de l'ombre. Mais par contre, là, sur le début de saison, par exemple, je trouve qu'il prouve qu'il n'est vraiment pas un joueur de Ouais. seconde zone du tout, pour le Exactement. coup, et il est potentiellement le meilleur attaquant du Real Madrid depuis le début de la saison. Moi, je vais te dire un truc. Je pense que c'est un joueur qui, au Real, est le quatrième, malheureusement, pour lui, qui doit se bouger pour faire montrer sa valeur, mais qui demain, s'il part dans un City, s'il part dans un Arsenal, s'il part dans un PSG, s'il part dans un Bayern Munich, devient le numéro un, et c'est à lui qu'on donne les clés de l'équipe, je le pense, et qu'il a le potentiel même. Si dans un contexte où il est tout seul, il a le potentiel, en tout cas, tu lui donnes la confiance, tout ce qu'il faut, un bon coach, etc. Il a le potentiel pour lutter pour le ballon d'or, je pense. C'est juste qu'au Real, en fait, tu as Vinicius avant lui, qui a beaucoup plus de caractère d'ailleurs. Tu as Mbappé maintenant, tu as Bellingham. Tu fais quoi? Mm. Et Voilà, faut que tu surtout, travailles. t'en as deux des trois que tu as mentionnés qui sont dans sa zone préférentielle pour s'exprimer au mieux, exprimer au Et mieux ses exactement. qualités également. On va essayer de faire vite parce qu'on veut être assez bref et essayer de répondre à tout le monde. RS du 4, pareil, c'est un gars qui nous envoie beaucoup de messages souvent. Salut les gars, est-ce que vous constatez aussi une amélioration match après match dans l'animation offensive? Et quelle est la plus grosse faille de l'équipe selon vous? Je te laisse répondre, voir si on est d'accord. Oui, je constate une amélioration. Pour moi, le match contre Alaves, en termes de 4-3-3, c'était le meilleur. Le match d'hier, c'est un petit peu à part. Et quelle est la plus grosse faille de l'équipe? Moi, ça reste pour l'instant, en tout cas, ça reste les problèmes à la relance qui n'ont pas été totalement. Ça s'améliore un petit peu, mais c'est pas totalement pallié. Notamment, c'est Valverde qui doit un petit peu prendre le rôle de Kroos pour le moment. Et j'espère que Camavinga va pouvoir faire évoluer cela. Donc on est d'accord que Tchouaméni, au regard de ce qu'il propose, moi j'aimerais bien qu'il retrouve ça. Moi, je pense que c'est un problème de confiance. Je parlais avec mon père, je parlais, je crois, ce matin. Ouais, c'est un problème de confiance. Je pense que c'est un problème de confiance en fait, il rate des contrôles qu'il ne devrait pas rater, il rate des passes qu'il ne devrait pas rater. Mais ça se voit que c'est un manque de confiance, c'est pas un manque de talent, tu sais. C'est Bah non, parce qu'il pas. nous a montré être capable de le faire, Ah hein. oui, bien sûr. Il nous a montré Exactement. être capable de le faire. Question suivante. Ali Inabi. Quel est votre avis sur une possible succession de Haas à la place de Florentino Pérez pour la présidence du club? Alors, je vais éteindre cette rumeur directe, parce qu'apparemment, ça a fait beaucoup parler. Et on est même venu me voir au JDR pour me demander mon avis par rapport à ça. Sauf que, alors, pour être président du Real Madrid, il faut, je crois qu'avoir 40 ans d'ancienneté ou 45 ans d'ancienneté en tant que socios, avoir une fortune estimée à je ne sais combien de millions d'euros,
et je ne sais plus quel autre requisitos, comme on dit en espagnol. Faut savoir, je crois, faut vérifier, mais de mémoire, je crois que Haas n'est pas socios. Haas est un employé du club. C'est l'employé numéro un du club, d'ailleurs. Pour comprendre, le président du Real Madrid n'est pas un employé. Le président du Real Madrid est un socios, c'est le socios numéro un. Et en dessous de lui, il y a les employés du club. Et l'employé numéro un du club, c'est Haas. Haas, de mémoire, je crois qu'il n'est pas socios. Alors peut-être qu'il a obtenu la carte de socios après parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais de mémoire, il ne l'est pas. Donc, en tout cas, s'il l'est, c'est depuis genre 20 ans ou 15 ans. Et en fait, c'est juste pas possible pour deux raisons. Pourquoi Haas ne peut pas être président? Parce que déjà, le nombre d'années de socios, il ne les a pas. La fortune, il ne l'a pas non plus. Et que lui-même ne veut pas ce rôle de président. Et ça, je vous le dis de source pas plus sûre. Je le sais. Je le sais. Haas, c'est une personne de l'ombre, qui travaille dans l'ombre, qui n'aime pas parler à la presse, qui n'aime pas se montrer, mais qui est un travailleur acharné. Et si le Real Madrid fonctionne aussi bien, c'est énormément en partie grâce à lui. Euh, Aj Béchir Mehdi, qui est pareil, un follower qui nous suit depuis très longtemps. Pourquoi êtes-vous aussi bienveillant avec Ancelotti? Personnellement, je ne me trouve pas aussi bienveillant avec Ancelotti que, je sais pas, moi quand il faut le critiquer, je le critique, et quand il fait les choses bien, je le dis. Par exemple, hier, ce qu'il a fait, c'est de la merde. Faire Ouais, ouais. rentrer Fran Garcia et Lucas Vasquez contre une équipe qui ne joue pas au foot, en tout cas qui n'apporte rien offensivement. Tu t'enfermes derrière, ok, tu veux tenir un résultat, mais tu peux tenir un résultat avec des milieux de terrain, en faisant du poste pour poste, en mettant par exemple Arda Güler qui peut garder le ballon. Enfin, bref. On Pour s'est moi, bien hier, il a. occupé de son cas dans le débrief, t'inquiète pas. Voilà, voilà, très bien. Alors, je m'explique. Pour moi, les mauvais résultats sont de sa faute. Pas de pressing ou mal effectué, des joueurs livrés à eux-mêmes sur le terrain. Et ça, depuis longtemps, les titres gagnés sont dus au talent des joueurs, pas à lui. Ça, je suis pas totalement d'accord. Bah, déjà, c'est son discours à Carlo Ancelotti, de dire que le football appartient aux joueurs, Oui, et lui oui, c'est lui veut mettre aussi. les joueurs dans des meilleures conditions et avoir le moins d'influence possible, enfin en tout cas forcer le moins possible ses joueurs sur la pelouse à faire telle ou telle tâche. Il veut que les joueurs aient une liberté Moi, j'ai un maximum. exemple. Moi, j'ai un exemple pour faire comprendre à quel point il a été important. Et il a été important pour plusieurs raisons aussi, mais surtout pour celle-là. Depuis quand Vinicius est un crack mondial? Depuis qu'il a repris les rênes du Real Madrid. Euh, J'ai un Est-ce autre que le exemple. prés... Est-ce que... Vas-y, je te laisserai, mais est-ce que l'entraîneur qui était là avant lui, Zinedine Zidane, avait mis dans de telles conditions Vinicius Junior? Quel était l'autre entraîneur à avoir fait ça alors qu'il avait 18 ans? Santiago Solari. Donc, bon, déjà c'est une raison, et c'est une bonne raison. Parce que le mec, là, il va gagner le Ballon d'Or. Et qu'il a gagné deux Ligues des Champions. Vas-y, c'est quoi ton autre raison? Bah, celui qui va finir deuxième au Ballon d'Or, Jude Bellingham, il est arrivé, Ah, on a voilà. découvert un nouveau joueur par rapport à ce qu'on avait vu à l'époque à Dortmund ou même à Birmingham, si certains regardaient le Championship à l'époque. Mais en tout cas, on a vu un nouveau joueur, en tout cas un nouveau rôle, et qui a marché du tonnerre sur la première moitié de saison avant qu'il ait des petits soucis de blessure. Et c'est grâce à Carlo Ancelotti. C'est pas un entraîneur qui tactiquement va inventer quelque chose d'incroyable. On l'a pas vu Non? inventer quelque chose Non? quasiment depuis le Milan AC. Mais par contre, c'est un entraîneur qui va savoir, par sa gestion humaine et par son intelligence, mettre tous ses joueurs dans les meilleures conditions sur le terrain, tout en leur offrant beaucoup de liberté et beaucoup de responsabilités, en les responsabilisant très bien. Et c'est une gestion d'investissement. C'est le meilleur en fait manager entre guillemets dans le sens manager de l'histoire du football. Et alors, oui, tactiquement, c'est pas le meilleur tacticien de l'histoire du football, et ça, je suis assez d'accord pour le dire. Mais par contre, en termes de gestion d'hommes, gestion d'un vestiaire, c'est le meilleur. Et c'est pour ça que ça marche si bien avec lui, parce que le Real marche si bien avec lui. Oui, hier, ces changements, et c'est peut-être son point faible, c'est ces changements qui sont souvent critiqués. Hier, ça ne marche pas, et c'est sans doute à cause, en tout cas en partie à cause de lui, qu'il y a égalisation de l'Atlético. Et c'était aussi le cas au dernier derby avec l'entrée de Ceballos pour enlever un attaquant à la place de Rodrigo. Mais ça arrive à tout le monde de se tromper. Et pour moi, c'est pas une raison Exactement. de tomber complètement sur Carlo Ancelotti. Il faut tomber pour ce moment-là. Si sur les 4 prochains matchs, c'est la même chose, bah là, on pourra commencer à Voilà. vraiment lui tomber dessus. Mais là, il faut lui tomber dessus momentanément. Mais pour moi, ça faut pas remettre en question sa place au Real Madrid pour l'instant. Merci Guillaume. Dernière question et on conclut la vidéo. Une question de Yatangaki, idée d'Afrique. Pourquoi l'Atlético est-il un club? On va conclure sur ça parce que c'est un peu le sujet aussi chaud de la journée. Pourquoi l'Atlético est-il un club si pathétique et raciste? Alors, pathétique, c'est ton avis. Raciste aussi. Euh, Est-ce qu'une partie de comment dire, de l'afition de l'Atlético de Madrid est raciste? Oui, oui, elle l'est. Mais comme tu peux en trouver au Mais comme une Barça.
au Real Madrid, Partie des gens en au Espagne Celta le Vigo, sont, quoi. non mais comme tu peux le trouver au Paris Saint-Germain, comme tu peux le trouver avec les Boulogne Boys, comme tu peux le trouver à Marseille, comme tu peux le trouver à Lyon, comme tu peux le trouver en Italie, à l'AC Milan, à l'Inter, à la Lazio, où tu veux, comme tu peux le trouver en Angleterre, comme tu peux le trouver en Allemagne, partout. Euh, Est-ce que ça se voit plus à l'Atlético de Madrid qu'ailleurs? Oui. Pourquoi? Bah, une des raisons, par exemple, c'est parce que la direction de ce club-là ne fait pas les choses nécessaires pour les virer. Chose que le Real Madrid a fait dans les années 2000, avec les Ultras sur 2010 plutôt, avec à l'époque de Mourinho. Florentino Pérez a viré les ultrasurs qui étaient des gros racistes du Real Madrid et les ultrasurs se déplacent encore, notamment en Europe parce qu'ils arrivent à trouver des places, etc. Et tu les entends parfois en Europe chanter des chants anti-Florentino Pérez parce que c'est lui qui les dégage. Mais Florentino Pérez a fait le nécessaire pour virer les racistes du Real Madrid. Le En tout cas, du PSG stade. l'a fait aussi à Pas- l'époque. le Paris Saint-Germain l'a fait avec le plan Le Prou. En fait, c'est ça le problème. C'est que, sauf que ce club-là, Enrique Cerezo et Miguel Ángel Martin, ils font pas le boulot qu'il faut faire pour les virer. Et hier, on les a vus, ils étaient là. C'est le Frente Atlético, les têtes pensantes du Frente Atlético, c'est des gros racistes, on le sait tous. C'est de là que partent à chaque fois les chants racistes. Et c'est une plaie pour le football, c'est un cancer, c'est une horreur. C'est une horreur. Et donc, après, pathétique, c'est ton avis. Moi, je vais me garder cet avis pour moi, parce que je ne peux pas dire ce que je pense de l'Atlético, mais enfin, vous savez ce que je pense globalement du football, en tout cas, de ce que propose Diego Simeone. Pour moi, ça fait bien longtemps qu'il aurait dû partir de l'Atlético de Madrid, et il l'a encore prouvé hier, à mon sens. Vas-y, Guillaume. Bah écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter sur l'aspect raciste, ton explication est très bonne. Il y en a partout, on les voit juste plus dans certains clubs que dans d'autres, à cause parfois de la direction, parfois aussi de la culture du club. Un club qui se veut très populaire n'a peut-être pas viré la moitié de ses ultras pour ces raisons-là, alors qu'un club qui se veut comme le plus grand du monde, ou un club qui veut progresser et passer outre ce genre d'événements et ce genre de problèmes va le faire. Et c'est une question de manière de gérer, et puis c'est évidemment une mauvaise gestion d'avoir des racistes au stade. Et pour conclure sur ce thème-là, je tiens juste à préciser que ce matin, donc, j'étais, je crois, le premier à relayer l'information de Jordan Bajo, le photographe. Il a fait des photos pour nous à l'époque. Au journal du Real. Il a dénoncé le fait qu'apparemment il y avait eu des cris de mono mono, de Des bruits singe de singe singe. auprès des bruits de singes et des bruits de singes auprès de, enfin, À contre l'encontre. Vinicius Junior à l'encontre de Vinicius Junior dans le stade. On l'a relayé, ça a explosé, ça a été repris par As, Marca, les comptes anglais, RMC Sport. Jordan Bajo a été repris, donc je suis vraiment content pour lui. C'est un super professionnel. Allez le follow sur Insta, il fait des photos incroyables. Il travaille avec Kamavinga notamment. C'est un crack, il dénonce ça. Et ce qui est beau, c'est que dans la foulée cet après-midi, il y a eu le Conseil anti-violence espagnol qui a lancé une enquête pour essayer de trouver qui sont les personnes qui ont crié ces choses-là dans le stade hier soir. Donc bravo à Jordan pour son post sur Instagram. On le remercie pour ça. Et dédicace à toi, mon pote, hein. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit bah écoutez à demain pour la Prévia avant le LOSC Real Madrid de mercredi soir. Je serai en direct je pense qu'au moment où on va tourner, je serai en direct de Pierre Mauroy et Guillaume sera en direct de sa chambre. Voilà. On change les Guillaume, rôles. à demain et bonne soirée. Ciao. Salut à tous.